Imaginez un peu, vous avez passé des années à construire quelque chose, un public, une communauté, un revenu, une identité. Et puis un matin, vous ouvrez votre ordinateur et la plateforme a décidé que c'était terminé. Pas de préavis, pas d'appel, parfois même pas d'explication. Ce que vous allez découvrir dans ce nouvel iceberg, ce ne sont pas des théories, ce sont des événements documentés, des gens réels et des vies réelles. Des situations où la plateforme, parfois YouTube, parfois Twitch, ou en tout cas une plateforme similaire, a pris une décision irréversible du jour au lendemain, tel un claquement de doigts, qui a changé le cours de quelque chose et ce d'une manière irréversible. Bienvenue les amis dans l'iceberg des dérives des plateformes. Aujourd'hui c'est l'épisode 1, les règles du jeu. Le secret de Twitch. En juin 2020, il y a quelqu'un qui est, de l'avis général, l'un des streamers les plus populaires de la planète. Je pense que vous avez déjà au moins une fois entendu parler de lui. C'est la personne que vous voyez à l'écran et je vous présente le Dr Disrespect, aussi connu sous son vrai nom, Guy Bim. C'est presque un personnage de jeu vidéo devenu réalité. Des lunettes de soleil, une moustache, une très belle moustache d'ailleurs, une perruque noire, un manteau, un flow agressif et une présence scénique démesurée. Il est notamment connu pour ses exploits dans des Battle Royale tels que Fortnite, etc. Il régale, il écrase et il a des millions de fans. D'ailleurs, il a été nommé streamer de l'année aux eSport Awards en 2019. 4 millions d'abonnés sur Twitch, des partenariats avec Nike, Oakley, des contrats à 8 chiffres, bref, tout va bien. En mars 2020, soit 3 mois avant la catastrophe, Twitch lui renouvelle son contrat. C'est un accord pluriannuel et un montant qui n'a jamais vraiment été rendu public, mais qui est estimé dans le secteur à plusieurs millions de dollars. Guy Bim, à ce moment-là, il est au sommet. C'est mérité, plutôt de la vie générale, et tout le monde le sait. Mais alors que le 26 juin 2020, Dr Disrespect est en train de streamer, comme à son habitude, et des milliers de personnes le regardent, il va se passer quelque chose. D'un coup, son stream disparaît. C'est pas une simple déconnexion, c'est pas non plus un crash. Sa chaîne Twitch est supprimée, définitivement, sans aucun avertissement préalable, sans message privé, sans explication. Il y a juste un communiqué qui est fait rapidement sur le compte Twitter de Twitch qui dit qu'ils ont pris des dispositions suite à une violation de leur règlement de la part de Dr Disrespect. C'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, rien d'autre. Et c'est vraiment arrivé en un claquement de doigts. Et ça, c'est tout ce qu'on aura pendant de longues heures. Dr Disrespect lui-même, dans une interview qui a été donnée quelques semaines après au Washington Post, dit qu'il n'a rien compris, qu'on ne lui a rien expliqué et qu'il a découvert son bannissement comme tout le monde en essayant de se connecter à son propre compte. Évidemment, Internet s'emballe, des théories, des spéculations, et même la communauté des streamers tout entière est sous le choc, parce que si ça peut arriver à lui, ça peut arriver à n'importe qui. Et ce qui va suivre, l'histoire qui continue après le ban absolument inattendu de Dr Disrespect, c'est vraiment une des choses les plus uniques qu'Internet a connues à ce jour. Pendant 4 ans, et oui, j'ai bien dit 4 ans, ni Twitch ni Dr Disrespect ne disent quoi que ce soit de concret. Dr Disrespect migre sur YouTube. Son premier stream de retour attire 400 000 spectateurs en direct. C'est énorme. Il reconstruit sa carrière, il cofonde un studio de jeux vidéo, il va publier un livre, il va signer des partenariats. Bref, sa base de fans, les Champions Club, comme il les appelle, le suit partout. Et c'est pas très dérangeant le ban Twitch pour lui. Mais ok, c'est pas très dérangeant, mais il y a une question qui reste. Pourquoi ? Des journalistes enquêtent. Le spécialiste du milieu du streaming, Rod Breslow, dira plus tard qu'il a eu la réponse dès les premiers jours, mais qu'il a choisi de ne pas la publier, tant le sujet était sensible. La vérité, c'est qu'en 2021, Guy Bim, donc Dr Disrespect, annonce qu'il va attaquer Twitch en justice. Il dit cette fois qu'il sait pourquoi il a été banni, mais il ne peut pas en parler. Il y a des NDA, ce sont des clauses en gros de non-divulgation, des obligations légales et tout ce genre de choses qui font que Dr Disrespect dit qu'il sait pourquoi, dit qu'il va attaquer Twitch, mais il ne peut pas divulguer la raison. En tout cas, pas encore. Et le litige se règle en 2022. Ni l'un ni l'autre des parties n'admet quoi que ce soit. Dr Disrespect déclare avoir récupéré l'intégralité de son contrat. Et le silence reprend. Avance rapide jusqu'au mois de juin 2024. Le 21 juin pour être précis. Jour où un ancien employé de Twitch nommé Cody Connors publie un tweet. Il ne donne aucun nom, mais il dit ceci. Le streamer en question a été banni parce qu'il a été surpris en train d'envoyer des messages inappropriés à une mineure via la fonctionnalité de messagerie de Twitch. Il voulait la retrouver à la TwitchCon. Et ayant posté ça sur Twitch, évidemment, ça va faire beaucoup de bruit. Et en quelques heures, tout le monde comprend de qui il parle. Au début, et oui, c'est plutôt gênant. Au début, Dr Disrespect nie en bloc. Il dit que c'est pas vrai, que ce sont des fausses accusations, et il dit même que la personne, l'ex-employé de Twitch, ne parlait pas de lui. Mais c'est pas aussi facile que ça.
Il revient rapidement sur ces mots en disant que l'affaire a été réglée, qu'aucune faute n'a été reconnue et que Twitch l'a même payé. Mais 4 jours plus tard, le 25 juin 2024, il va publier une très longue déclaration et il va confirmer. Oui, il y a eu des échanges avec une personne mineure via la messagerie Whispers de Twitch en 2017. Oui, ces conversations ont parfois pris une direction inappropriée. Il dit qu'il ne l'a jamais rencontrée. Il dit qu'aucune image n'a jamais été envoyée. Et c'est vrai, des messages, des mots ont été envoyés entre les deux, en privé, et ça s'arrête là, d'après lui. Dr Disrespect précise aussi qu'aucune charge criminelle n'a été retenue. Et il ajoutera, d'un point de vue moral, j'assume l'entière responsabilité. Je n'aurais jamais dû m'engager dans de telles conversations. Le lendemain, son studio de jeux vidéo, Midnight Society, coupe tous les ponts. Turtle Beach met fin à son partenariat, la franchise NFL des San Francisco suspend leur relation, YouTube le retire de son programme partenaire, bref, il perd tous ses revenus sur sa chaîne de 4,7 millions d'abonnés. Et en moins de 48 heures, tout s'effondre. Encore une fois. Et cette fois, c'est pas Twitch qui décide, ce sont ses aveux. C'est le passé qui décide. Bon, c'est une affaire délicate, elle avait quand même sa place tout au long de l'iceberg parce que, oui, c'est grave ce qui s'est passé, et c'est une affaire qui a été résolue, mais qui malgré tout a mis des années à être résolue. Au début, la durée était de 4 ans, et c'est revenu sur le tapis, et ça reste un fait très grave. En vérité, il y a plusieurs lectures possibles de cette affaire. La première, c'est une plateforme qui a découvert quelque chose de grave, en l'occurrence quelqu'un de 33 ans qui envoie des messages à une mineure, et la plateforme a agi immédiatement, silencieusement et définitivement. La plateforme, donc Twitch, a gardé le secret pendant 4 ans, en partie pour protéger une victime, et en partie parce que la loi l'y obligeait. La deuxième lecture possible de cette affaire, c'est un homme qui a reconstruit une carrière entière sur un mystère, le fait que personne ne comprenne pourquoi elle a été bannie du jour au lendemain, et que pendant 4 années, pendant lesquelles des millions de personnes se demandaient ce qui avait bien pu pouvoir se passer, toujours en le suivant fièrement. Et la troisième lecture, peut-être la plus inconfortable, c'est que Twitch l'a su en 2017 et que le ban n'est arrivé qu'en 2020. Entre les deux, il a signé un contrat à plusieurs millions de dollars. En vérité, le mystère, entre guillemets, le mystère, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé en 2017, donc le fait que Dr Disrespect, âgé alors de plus de 30 ans, ait parlé à une mineure, il y a Twitch qui a laissé passer ça pendant quelques années avant de faire tomber le ban. Donc pendant 2 ou 3 ans, peut-être que Twitch savait et ont attendu, peut-être qu'il y avait une affaire interne, peut-être ça on ne saura absolument jamais, mais en tout cas ça reste un mystère. Il y a quand même un délai de plusieurs années où il ne s'est rien passé. Ensuite, ces accès à Twitch ont été rétablis un petit peu plus tard, enfin quelques années plus tard. Bref, peut-être qu'il connaissait les bonnes personnes, peut-être qu'il a eu de la chance, peut-être que ça ne s'est pas passé exactement comme les faits publics ont été donnés, mais ça reste une affaire plutôt obscure. Et elle a sa place ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Au fait, les amis, petit point, vous êtes plus de 78% à me regarder à chaque vidéo, mais à ne pas être abonné à la chaîne. Alors, je vous le demande s'il vous plaît, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez les vidéos, et surtout si vous voulez me supporter, j'essaye d'aller aux 100 000 abonnés avant la fin de l'année, bah abonnez-vous et likez la vidéo, ça prend vraiment une seconde et ça aide énormément. Abonnez-vous, merci. La plateforme qui n'existait pas. Bon, si je vous dis YouTube, évidemment que vous connaissez. Si je vous dis Twitter, vous connaissez X. Très probablement vous connaissez aussi, c'est Twitter qui est passé en X. Si je vous dis Kik, ça vous parle? Eh bien, plus obscur que Kik, je vais vous parler d'une plateforme que vous ne connaissez pas parce qu'elle n'a jamais existé. Un retour en arrière de quelques années, jusqu'en 2019. En 2019, c'est Twitch qui domine le marché du streaming vidéo. YouTube Gaming, ok, ils essayent de suivre, et Microsoft décide d'entrer dans la course, mais il n'y a pas grand chose qui arrive. Quoi? Comment ça, vous ne saviez pas que Microsoft a essayé le streaming vidéo? Eh bien, regardez, je vous présente Mixer. C'est une plateforme qu'ils ont rachetée en 2019. Et oh, comment ça, vous n'avez jamais entendu parler de Mixer? Bon, ok, j'arrête. Le problème, c'est que Mixer est minuscule. Les gens ne viennent pas, c'est pas connu, il n'y a pas de croissance. Et ce, oui, malgré le fait que ce soit le géant Microsoft qui soit derrière Mixer. Mais Microsoft, ils ont de l'argent. Et quand ils voient que Mixer, leur plateforme de streaming, flop, complet, ils vont se décider de mettre beaucoup d'argent sur la table. Mais quand je dis beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent.
Ça, c'est Ninja, aussi connu sous le nom de Tyler Blevins, en vérité c'est son vrai nom. Ils l'ont signé en août 2019. À l'époque, Ninja, il est déjà le plus célèbre du streaming mondial. 14 millions d'abonnés sur Twitch, des millions de fans, et une apparition sur la couverture du Sports Illustrated. C'est un contrat avec Nike, c'est énorme. Microsoft, ils vont aller voir Ninja et ils vont lui proposer un accord d'exclusivité. Le montant n'a jamais été rendu public, officiellement en tout cas, mais il y a des sources plutôt sûres qui parlent de 30 millions de dollars. Et 2 mois plus tard, c'est Shroud qui est signé, aussi connu sous son vrai nom, Michael Greziek. C'est un ancien professionnel de Counter-Strike, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de FPS de sa génération. Acquisition estimée à environ 10 millions de dollars, ça fait déjà 40. Donc voilà, ils ont leurs deux stars, ils ont mis environ 40 millions de dollars sur la table et ils se disent ok, Mixer va exploser. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent, Microsoft à ce moment-là. Mais vous vous doutez que si c'est dans cette vidéo, ça s'est pas passé du tout comme prévu. La réalité, c'est que les audiences ne suivent pas du tout. Ninja, qui attirait en moyenne 40 000 spectateurs en simultané sur Twitch, tombe à environ 8 000 sur Mixer. Shroud, c'est pareil, il perd un tiers de son public. Et le truc que Microsoft n'avait pas compris, c'est que les gens ne regardent pas un streamer parce qu'il est populaire, mais ils le regardent dans un écosystème, avec les autres streams, la culture du chat, la communauté, etc. etc. En gros, ce que j'essaie de dire ici, c'est que prendre Ninja comme ça et le déplacer de Twitch à Mixer, eh bien, ça ne déplace pas tous ses fans avec lui. Au contraire, ça vient couper ses fans de lui. Et ça va continuer pendant un an. Un an où Mixer ne va pas décoller. Ça va pas flopper plus que c'est déjà, parce que ça a déjà perdu peut-être 3/4 de ses spectateurs, mais ça va stagner, ça ne va jamais monter. Et le 22 juin 2020, Microsoft prend une décision radicale. Mixer va fermer dans 30 jours. Il n'y a pas vraiment eu de préavis, il n'y a pas eu non plus de plan de transition pour les créateurs. L'annonce dit que les partenaires peuvent migrer vers Facebook Gaming, la seule plateforme avec qui d'ailleurs Microsoft a négocié une sortie. Et là, pas de bol, mais le truc c'est que Facebook Gaming, c'est à peu près la quasi-totalité des streamers qui détestent cette plateforme. Et ce, pour 2 raisons. Déjà, l'interface, elle était horrible. La plateforme exigeait l'utilisation de son vrai nom, et ça, c'était vraiment pas cool. Surtout pour les créateurs dont la vie privée dépendait d'un pseudonyme. C'était non. Ninja et Shroud, eux, ils ont des avocats, ils ont leur agence, ils ont leur contrat. Donc évidemment, ils négocient. Ils récupèrent leurs paiements intégraux, ils refusent l'offre de Facebook, qui avait d'ailleurs proposé le double du contrat de Mixer, donc peut-être 60 millions pour Ninja, mais au final, ces derniers ont refusé leurs offres. Ils sont retournés sur Twitch et YouTube comme des stars qu'on attendait. Le problème, c'est que les autres n'ont pas cette option. Les autres n'ont pas de contrat à plusieurs millions et les autres, peut-être, vivaient de Mixer. Sauf que eux, ils ne se sont pas vus offrir d'alternative. Le truc, c'est qu'ici, il ne faut pas penser seulement à Ninja et à Shroud. Mixer avait des centaines de créateurs partenaires, des gens qui avaient choisi cette plateforme précisément parce qu'elle était plus petite, donc plus accessible et plus facile pour un petit streamer de se faire une place. Et je parle là de streamers qui avaient mis parfois des mois, de nombreux mois à galérer à se construire une audience de zéro sur la plateforme en question. Par exemple, ça c'est Cubanese, c'est une streameuse partenaire Mixer qui a confié au site Kotaku qu'elle avait pleuré. Elle avait travaillé si dur, elle venait d'atteindre les 50 000 abonnés et d'un coup, tout est parti en fumée. J'ai trouvé un témoignage d'un autre streamer, Lucky Shots. Il a dit « J'ai tout mis là-dedans et maintenant il faut aller sur Twitch en espérant que les gens suivent. C'est décourageant. Mon cœur souffre pour ceux qui venaient de devenir partenaires. Mais il y a un autre problème qui est venu pour certains autres streamers. Par exemple, Foxyzilla et Lindsay Woods avaient toutes les deux été bannies de Twitch des années plus tôt. L'une pour des faits frauduleux sur son compte et l'autre pour une erreur de diffusion. Et là, vous me voyez venir, Mixer leur avait offert une seconde chance. Et évidemment, Mixer qui ferme, eh bien, impossibilité de retourner sur Twitch parce qu'elles étaient bannies, eh bien, retour à la case départ ou zéro sans toucher de l'argent. La case départ. Mixer ferme, Facebook étant hors de question, la carrière de streaming de beaucoup se sont arrêtées là, purement et simplement. Et je parle là de centaines de personnes, des vies organisées autour de la plateforme. Et du jour au lendemain, cette plateforme décide que c'est plus rentable. Et donc, tout le monde paye le prix. L'histoire de Mixer, c'est pas l'histoire d'une guerre que Twitch a gagnée. C'est pas du tout ça l'angle ici. C'est l'histoire d'une entreprise qui a dépensé des dizaines de millions de dollars pour acheter des visages, à savoir Ninja et Shroud, qui a construit une promesse autour de ces visages et qui a attiré des gens ordinaires à investir leur temps, leur énergie et parfois leur argent pour rejoindre quelque chose qui semblait solide. Et qui, un an plus tard, quand Microsoft a vu que les résultats et les chiffres n'étaient pas au rendez-vous, ont simplement dit à tout le monde « écoutez, vous pouvez partir, merci ». Au revoir, et ils ont arrêté des centaines et des centaines de personnes qui vivaient de Mixer. Le monstre qu'il a créé.
Bon, si je vous dis stream IRL, est-ce que ça vous parle? Normalement, oui. Un stream IRL, c'est en gros streamer sa vraie vie, sa vraie journée, ses déplacements, avec le chat qui réagit en temps réel. À la base, ce format, c'est un certain Paul Denino, c'est lui qui l'a popularisé, connu sous le nom de Ice Poseidon. Au début, Ice Poseidon a commencé sur Twitch en 2014. Il jouait précisément à RuneScape. C'est sympa, c'était marrant, c'était naturel. Il avait une petite communauté qui se formait jour après jour et ça marchait plutôt bien. Puis, il va passer à l'IRL et tout va changer. Le journal Rolling Stone va même le qualifier plus tard de pionnier du live streaming. Et à son pic, à son prime, en 2017, c'était l'un des streamers les plus regardés de tout Twitch avec ses live IRL. Donc les gens venaient pour regarder ce qu'il faisait dans la vie de tous les jours. Et sa communauté, la Purple Army, était massive et extrêmement engagée. Et retenez bien ça parce que ça va avoir son poids dans la suite. Le souci avec Ice Poseidon, c'est qu'il ne faisait pas les choses comme les autres. Là où la plupart des streamers modèrent leur chat, lui, Ice Poseidon, laisse faire. Tout, intentionnellement ou non, mais il cultive quelque chose d'absolument incontrôlable. Et évidemment, quand on cultive quelque chose d'incontrôlable, surtout quand c'est lié à Internet, ça finit toujours par nous exploser dans les mains. Et vous allez voir que le terme explosion, je l'ai pas choisi pour rien. On revient un petit peu en arrière, à la date du 28 avril 2017. Ice Poseidon est à l'aéroport de Los Angeles. Il s'apprête à prendre un avion pour Phoenix et, comme à son habitude, il stream tout en direct. Et là, un de ses spectateurs va appeler la police. Il va signaler qu'un homme, désigné sous le nom de Ice Poseidon, se trouve à l'aéroport avec quelque chose d'explosif. Désolé YouTube, je peux pas dire le terme. La police monte dans l'avion et Paul Denino, donc Ice Poseidon, est rapidement escorté hors de l'appareil, sous les yeux ébahis des passagers. Le vol est complètement retardé, des centaines de personnes sont perturbées et Twitch va le bannir immédiatement et définitivement. Et ce n'est pas la première fois que sa communauté lui fait subir ce genre de choses. Par exemple, et c'est arrivé plusieurs fois, des spectateurs ont appelé à plusieurs reprises pour lui envoyer des équipes d'intervention à son domicile. C'est ce qu'on appelle le swatting, j'en ai déjà parlé. En gros, c'est un viewer qui appelle, il dit venez à cette adresse, donc en l'occurrence celle de Ice Poseidon, et voilà, la police arrive, frappe à la porte, rentre, et je vous fais pas une photo de ce qui va se passer. De plus, beaucoup de ses proches ont été contactés, harcelés, menacés, et au fil des années, Paul Denino, donc Ice Poseidon, qui ne modère pas ou très peu son chat, va être swatté des dizaines de fois au cours des années qui suivent ses streams IRL. Mais là, le coup de l'aéroport, c'était trop. Twitch en a marre et le ban est définitif. Évidemment, comme beaucoup, Ice Poseidon va migrer. Il va migrer sur YouTube et sa communauté le suit. C'est une rareté pour un créateur banni d'ailleurs. Il reste très populaire, un peu à l'image du Dr Disrespect. En 2018, il crée la CX Network. C'est en gros un réseau de streamers qui vivent tous ensemble, qui streament tous ensemble et qui créent tous ensemble. C'était ambitieux, c'était explosif et surtout c'était beaucoup de contenu en permanence. Mais évidemment que non, la toxicité globale ne va pas disparaître. Et au contraire, elle va s'amplifier. Les subreddits dédiés à Ice Poseidon sont connus pour leur harcèlement systématique. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui s'y passent, contre lui mais aussi contre d'autres créateurs. Et d'ailleurs, les deux subreddits principaux vont finir par être supprimés de Reddit. On avance de quelques années, en mars 2019. Cette fois-ci, c'est carrément le FBI qui débarque chez Ice Poseidon. Tous ces appareils électroniques vont être saisis et du jour au lendemain, la CX Network va s'effondrer. Ice Poseidon ne commentera jamais publiquement sur les raisons de cette perquisition. Mais moi, je peux vous dire partiellement ce qui s'est passé. En 2021, on sait que Paul Denino, donc Ice Poseidon, a lancé une crypto-monnaie, la CX Coin. Officiellement, il a lancé cette crypto-monnaie, ce coin, pour soutenir les streamers qui bossaient avec lui. À la base, ça a commencé comme ça, d'après ses dires. Et évidemment, cette crypto-monnaie, il va la mettre en avant auprès de son énorme communauté. Et son énorme communauté, ils vont mettre beaucoup d'argent sur la table. Et vous le savez, que quand ça parle de crypto-monnaie, ça peut que finir mal, ça peut que être foireux, ce que je vais dire après. Et avance rapide, en janvier 2022, le journaliste YouTube CoffeeZilla, d'ailleurs au passage youtubeur que je vous conseille à fond la caisse, ses travaux sont excellents, publie une enquête. Il confronte Denino en direct. Et les faits sont assez graves. Ice Poseidon a retiré plus de 500 000 $ du pool de liquidité de la CX Coin. Et il en a personnellement gardé environ 300 000. Et en faisant ça, il a laissé tous ses fans et plus que ça, tous les acheteurs avec quelque chose sans valeur parce qu'il avait enlevé toute la valeur. Il avait retiré toute la liquidité. Dans la vidéo, quand CoffeeZilla lui demande s'il peut le rembourser, il va répondre « Ouais, je pourrais. Mais non, je vais m'occuper de moi en premier. » Ça, c'était la citation exacte, enregistrée par CoffeeZilla.
Et à la fin, il va restituer finalement 47 000 $ sur les 150 000 promis. Ce qui est fascinant et troublant dans l'histoire d'Ice Poseidon, c'est qu'à chaque étape, la plateforme a joué un rôle. Par exemple, Twitch a laissé grandir une communauté très toxique pendant des années avant de réagir. YouTube l'a accueilli à bras ouverts après son ban, sans aucune condition. Mixer lui aurait même ouvert les portes, mais quand Mixer a fermé, YouTube l'a repris. Ensuite, l'a accueilli à son tour. Et à chaque fois, tous les fans ont suivi. Et avec eux, l'énorme boule de toxicité qui roulait derrière eux. Ice Poseidon, c'est vraiment un créateur qui a construit quelque chose qu'il ne contrôlait plus, et que les plateformes n'ont jamais non plus voulu contrôler, tant les chiffres étaient bons. Mais la question qui se pose ici, c'est qui est le plus responsable dans l'histoire ? Alors, ok, certains vont pouvoir dire Ice Poseidon avec son arnaque au crypto, mais est-ce que ça n'aurait pas pu être modéré bien avant et être évité ? Donc, qui est réellement le coupable ? 1,50 $. Bon, avant d'aller plus loin, je vais réexpliquer un petit peu ce que c'est le swatting, parce que j'en ai parlé rapidement pour Ice Poseidon, mais je vous repose du contexte. Le swatting, c'est le fait précisément de passer un appel d'urgence, par exemple à la police, à une brigade tactique, au FBI, en prétendant qu'un crime grave est en cours à une adresse précise. Toujours, ils donneront l'adresse. Et l'objectif, c'est uniquement envoyer une réponse policière le plus lourd possible chez quelqu'un, généralement pour l'humilier, lui faire peur ou arrêter carrément son stream. C'est une pratique horrible, certes, mais qui existe depuis le tout début du streaming. Et évidemment, quoi de mieux pour illustrer que de vous montrer ce clip ? La plupart du temps, ça se termine mal pour la réputation de celui qui a commandé le swatting. Ça finit même parfois en arrestation. Mais pas toujours. Le 28 décembre 2017, à Wichita, dans le Kansas, ça a fini bien autrement. Tout commence avec un jeu vidéo, Call of Duty World War II, mode multijoueur en ligne pour être précis. Ici, on retrouve deux joueurs qui se disputent, Casey Wiener, 18 ans, dans l'Ohio, qui perd un pari. Le montant du pari, c'est pas grand chose, 1,50 $. Casey Wiener va donc contacter son adversaire qui s'appelle Shane Gaskill et il va menacer de le faire swatter. Gaskill répond en lui donnant une adresse à Wichita en disant que c'est chez lui et qu'il pouvait le faire swatter quand il voulait, qu'il n'a pas peur de ça. Et là, Wiener va contacter un certain Tyler Barris. Tyler Barris, c'est un nom qui circule dans certains milieux du gaming, parce que Barris est connu pour être un swatteur professionnel. En gros, quelqu'un que tu appelles quand tu as envie de faire swatter quelqu'un d'autre en étant sûr et certain du résultat. Oui, c'est très dégueulasse. Et apparemment, ce Tyler Barris aurait opéré dans des dizaines d'États américains. Wiener lui donne donc l'adresse fournie par Gaskill. Mais le truc que personne ne sait à ce moment, c'est que Gaskill ne vit plus à cette adresse. Il l'a quittée en 2016 car sa famille a été expulsée de la maison. Et la famille qui y vit maintenant n'a aucun lien avec les jeux vidéo. Elle s'appelle la famille Lynch. Il aurait peut-être pu se douter que la personne lui a donné l'adresse beaucoup trop facilement. Et surtout, il disait qu'il voulait swatter, donc il n'y avait aucun sens de le croire, ou en tout cas de penser que l'adresse était bonne. Et malheureusement, cette famille Lynch va prendre très cher à cause de ces deux idiots. Tyler Barris va alors rapidement appeler la police de Wichita depuis Los Angeles, via une application qui lui permet de masquer son numéro. Il va se présenter sous le prénom de Brian. Je vous passe les détails, mais en gros, il va dire que lui vient d'abattre son père, qu'il retient sa mère et son frère, qu'il a une arme et qu'il va faire que des bêtises. Voilà, en gros. Les policiers déploient une réponse immédiate. Ils encerclent l'adresse qui a été donnée et le cauchemar va commencer pour la famille Finch. Famille Finch qui, je le rappelle, n'a rien demandé à personne. Andrew Finch, qui est le fils de la famille, sort sur le porche. Il a 28 ans, c'est le père de 2 enfants, et il ne comprend pas ce qui se passe. Les policiers lui ordonnent de lever les mains, il commence à le faire, puis il va les baisser. Et là, par réflexe, peut-être, un officier positionné de l'autre côté de la rue va tirer une seule balle. Et cette balle va toucher le fils Finch en plein sur son cœur. Elle va en vérité traverser le cœur d'Andrew Finch, et il va être prononcé mort 17 minutes plus tard à l'hôpital. Évidemment, aucune arme n'aura jamais été trouvée, ni sur lui, ni dans la maison des Finch. Tyler Barris va être arrêté 5 jours plus tard à Los Angeles. L'enquête va rapidement remonter jusqu'à lui parce que oui, même en essayant de masquer son numéro de téléphone, c'était pas devenu un fantôme. Ils l'ont retracé très rapidement. Il va plaider coupable de 51 chefs d'accusation fédéraux, des appels frauduleux passés dans 17 États différents, tout ça entre 2015 et 2017. Des menaces à l'encontre du FBI, de la FCC, des universités et même des centres commerciaux. Et en mars 2019, le verdict tombe. Il est condamné à 20 ans de prison fédérale. Le juge déclare que le swatting n'est pas une blague du tout, que ce n'est pas non plus un moyen de régler des conflits et que c'est très grave. Et vous allez peut-être me demander, mais Théo, qu'est-ce qui s'est passé pour Casey Wiener, la personne qui a
commandité le swatting au début. Eh bien lui, il a écopé de 15 mois de prison et 2 ans de liberté surveillée. Shane Gaskill, celui qui a donné la mauvaise adresse, quant à lui aura 18 mois de prison. Et l'officier qui a tiré sur Andrew Finch, lui, n'aura pas été poursuivi. Il a d'ailleurs été promu détective assez rapidement après ça. La ville de Wichita a conclu un accord de 5 millions de dollars avec la famille Finch en 2023, près de 5 ans après les faits. Et du coup, je sais pas si on peut dire chose bien qui en ressort de cette affaire parce que c'est très très triste, mais il y a une loi qui a été votée à cause de ce qui s'est passé cette nuit-là. La loi porte le nom d'Andrew Finch et elle a été introduite au Congrès américain pour pénaliser le swatting causant la mort. Malheureusement, cette loi n'aura jamais été votée. Andrew Finch, c'était pas un joueur, c'était pas une personnalité, c'était personne. En vérité, il n'avait rien demandé. L'adresse qui avait été donnée avait juste été reprise par sa famille. Lui ne savait peut-être même pas ce que c'était le swatting. Il a perdu la vie à cause d'un conflit entre 2 joueurs, et tout ça à cause d'un pari à 1,50$ à la base. Ce cas-là, c'est pas l'histoire d'une plateforme qui prend une mauvaise décision, c'est l'histoire de ce qui se passe quand toute une culture que les plateformes ont hébergée, parfois valorisée et rarement sanctionnée, produit des comportements qui peuvent être très néfastes. Les amis, j'espère que cette première partie de l'iceberg, oui, c'est le haut de l'iceberg, ce qui va arriver les semaines suivantes va être bien pire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous le rappelle, pensez à vous abonner, likez la vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses, si vous avez bien aimé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2. C'était Théo, à la prochaine, ciao.